Bonjour, bienvenue à Parlons Motoneige. On est en plein cœur de la saison, on est au début février, c'est les beaux mois, les belles semaines de motoneige, devrais se dire, le février, début mars, les températures sont normalement moins froides, mais bon, cette année, il faut que ça ait moins froid qu'en janvier, il va faire chaud. On est à la veille apparemment d'une tempête de neige, là, mais que l'émission soit diffusée sur TVME jeudi, vendredi, il devrait tomber de la neige. Cette neige-là est très attendue. On en a vraiment besoin. On est un peu en manque de neige un peu partout dans le sud du Québec. Donc, on va se croiser les doigts pour avoir cette neige-là. Euh, c'est ça, ici, les conditions de sentier autour de Valcourt, puis dans un petit peu plus grand, là, je dirais tous les cantons de l'Est, c'est de bon à excellent, dépendant des endroits. Dans le même territoire d'un club, on peut avoir de quoi de bon, de bien ou même d'excellent. Il n'y a pas d'endroit de fermé, là, à part d'exception des endroits où c'est fermé à Sherbrooke pour d'autres problèmes de droit de passage. Les sentiers sont tous ouverts partout, mais on peut s'attendre que c'est pas la meilleure qualité là, partout. Des fois, il y a des boisés, il manque de neige, les clubs, on a beau surfacer. À un moment donné, on n'a presque plus rien à surfacer. Là. Donc, c'est ça, mais la neige qu'on nous annonce devrait sauver le reste de la saison. Probablement, on va se croiser les doigts. J'aimerais vous revenir sur l'incident que tout le monde a vu qui s'est passé au lac Magog en fin de semaine. Encore des motoneigistes, ça fait penser un peu à ce qui est arrivé au lac Saint-Jean il y a 3 semaines maintenant, 2 semaines et demie, 3 semaines. Des motoneigistes qui se sont partis sur le lac comme ça et sont allés directement à l'embouchure de la rivière. Bon, très chanceux, ils sont tous sains et saufs, ils ont tous sorti de l'eau. Il y en a eu un qui a eu une hypothermie un peu plus grande, mais je pense que tout est... on ne craint pas pour la vie de personne. Moi, je veux juste vous rappeler le message qui a été dit en fin de semaine dans les médias. Restez dans les sentiers balisés. Encore, si vous, sur un lac, là, vous mettez votre vie en danger, on en a 2 preuves. Là. C'est pas fait pour ça. Les lacs, c'est dangereux. C'est pas légal. Aventurez pas sur un lac comme ça, sans savoir, sans connaître. C'est très dangereux. Il y a un résident qui reste là, il a vu les lumières, il n'est pas normalement de ne pas voir de lumière où ce qui reste parce qu'il est près de l'embouchure. Il dit à sa femme, appelle le 911, s'en vont tout à l'eau. C'est effectivement ce qui est arrivé. Ce monsieur-là, lui, il connaît la rivière, il connaît le lac, possiblement qu'il n'y va même pas, mais bon, faut pas aller sur les endroits comme ça, c'est très dangereux. Puis quand je dis de rester entre les balises, c'est aussi vrai en terre agricole. Là, actuellement, je ne sais pas trop ce qui se passe cette année. C'est pire que pire, peut-être parce qu'il manque des fois un petit peu de neige dans les sentiers, puis les gens débordent. Là. Mais il y a des gens qui sortent des balises dans les champs cultivés. On a des téléphones, on a des problèmes. Les agriculteurs ont semé des blés d'automne, il y a de la luzerne, des choses. Restez dans les sentiers balisés. Je ne peux pas imaginer le trouble que ça nous donne des clubs quand l'agriculteur dit non, l'année prochaine, ne passez pas parce que il y a des gens qui ont progressé dans les sentiers. Vous voyez à des endroits, là, on met des balises, puis entre chaque balise, il faut mettre des cordes. Dites-vous que c'est un bénévole qui est allé installer ça, puis qui va les renlever. Quand on fait ça sur plusieurs mètres de long, plusieurs 100 mètres de long, devrais-je dire, c'est une job. Puis encore, il y en a qui vont réussir à passer entre les cordes. Je viens un petit peu sans connaissance. S'il vous plaît, on a des sentiers, on a 33 000 km de sentiers au Québec. Restez dans les sentiers. C'est un petit message aujourd'hui. Pas trop agressif, mais des fois, ça me choque. Merci de votre compréhension. Puis, faites le message à ceux que vous savez qui font ça. En fin de semaine, il y avait des courses aussi aux États-Unis, en ovale. Je vais vous donner les résultats de Sabrina. Elle dit que ça a été une très bonne journée pour elle en fin de semaine. Elle est très heureuse. Tout le monde qui la supporte, elle apprécie. La Coupe Adirondack 440 Supermode gagné, numéro 1. Semi-Pro Champ gagné, numéro 1. Puis 440 Supermode, numéro 1. Donc, c'est comme une belle fin de semaine, plusieurs victoires, on la félicite. On a hâte de voir les performances qu'on aura en fin de semaine prochaine à Valcourt. On va aller faire une petite entrevue avec Sabrina, on va regarder comment ça fonctionne, puis on vous montrera ça la semaine prochaine. Pour le moment, pour rester un peu dans le thème du Grand Prix, on est allé tourner vers la fin de la semaine dernière, directement sur le Grand Prix de Valcourt, voir
où on était, l'organisation, la préparation des pistes, tout. Fait qu'on avait M. Arsène Malenfant qui était avec nous, donc du Grand Prix de Valcourt. Donc, on regarde ça ensemble. Je suis accompagné de Arsène Malenfant. Bonjour Arsène. Salut Mario. Ça va bien? Combien d'années de bénévolat dans le Grand Prix, là, en ouvrant notre discussion? Pour moi, on est bien proche du 35 ans, je pense. Hein? Quand même, là. Sur 38, c'est quand même bien. C'est quand même bien. C'est un peu plate, t'as manqué première, mais bon. Je t'ai même pas à Valcourt encore. Ouais, c'est ça. Donc, on est directement sur le site du Grand Prix. On est à une semaine du début des activités. En plein ça. Puis je regarde autour, le site, il semble pas mal prêt. Parle-moi donc un peu des préparations qu'on fait un peu partout. Donc là, on a fait l'étape arrière. Les tentes sont toutes montées. Donc des tentes quand même assez spéciales. Les chapiteaux, des murs isolés. Et c'est sûr que depuis une semaine avant Noël, on a commencé à faire la glace, la neige. Une semaine avant Noël, en mois de décembre. Pour l'événement qui est le 7, 8, 9 février. Oui. Même l'année passée, on avait permis 2 semaines d'avance. Ah oui. Fait que ça nous a aidé beaucoup. Mais là, après les fêtes, on a continué à arroser, mais les temps doux, donc en général, la température est plus douce cette année. Oh oui. Fait que là, on essaie d'exploiter au maximum toutes les heures possibles de froid. Et même, on a un deuxième camion là, qu'on a fait venir pour s'assurer là, que nos paddocks, que nos pits soient vraiment placés. Là, on parle de camions citernes ici. Oui, on travaille en camion citerne. C'est les camions citernes qu'on fait la glace, qu'on arrose ça. C'est pas à la grandeur que ça a. On est passé l'étape d'un boyau d'arrosage. On est pas là ça. Puis on est très bien équipé au niveau des ponts. En pouces de glace, ça fait à peu près quoi? Là, quand de presse, je pense la semaine dernière, on disait 10 pouces. Puis là, on est capable d'arroser jusqu'à dimanche midi. On devrait atteindre le 16 pouces qu'on veut avoir chaque année pour nous donner une marge de sécurité vraiment, vraiment grande pour la présentation. 16 pouces, c'est quand même pas mal de glace. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça, c'est pour la piste d'ovale. Oui. Après ça, ici au centre, on a la piste de snowcross. C'est ça, donc là... Ça, si je regarde, il y a des petites bebelles jaunes de l'autre côté qu'on appelle les canons. Ça, c'est très performant. C'est très performant. Donc, on n'est pas dans de la neige naturelle. Non. Toute la neige artificielle, donc une neige qui est complètement blanche, qui est farineuse, qui est vraiment adaptée pour le besoin. Fait que encore là, on est super bien équipés. On a deux super canons. En 24 heures, on a réalisé une bosse de neige quand même importante. La bosse de neige qu'on a ici en avant, c'est vraiment que de la neige. Que de la neige. Vous avez fait ça en 24 heures? 2 jours, 2 fois 24 heures. 2 fois 24 heures. C'est ça. Là, on a terminé ça, on a fermé ça ce matin. Là, on a suffisamment de neige. Là. Puis ça, c'est de la neige de surplus pour... non, il nous restait à bâtir le devers. Ça prend quand même pas mal le devers. OK. Fait qu'avec mon confrère Pierre-Olivier, cette année, même, on a mis la neige vraiment à la bonne place pour pas trop de déplacer de neige pour rien. Là, avec, OK, c'était plus le canon qui était déplacé. Oui, les canons étaient déplacés pour répartir de façon uniforme toute cette neige-là. Toute cette neige-là. Donc... toute chose près, on est à 98 près. Là. Dimanche midi, là, tout ce qui est glace, tout ce qui est neige est terminé. Après ça, il faut se préparer là, à mettre nos éléments de sécurité autour de la piste. Là. Des balles de foin. Des balles de foin, puis tout ça, là, pour s'assurer que les coureurs sont vraiment sécuritaires quand ils viennent courir à Valcourt. Plein de décorations aussi, là, des banderoles. L'affichage est pas mal avancé. À 90 là aussi. Là, tous nos commanditaires sont déjà presque tous installés. Fait que on travaille là-dessus. Là. On a jusqu'à jeudi prochain encore là, pour présenter quelque chose d'intéressant. Là, on vient de parler des 2 pistes principales. Vous avez une nouveauté cette année? Oui, c'est la piste junior. Qui est à l'arrière des... En arrière des bâtiments là, du Grand Prix, près de la tente skidoo. Près de la tente skidoo. Cette piste-là, c'est aussi une petite piste de snowcross pour les juniors, c'est ça? Les 14 à 10 ans, je pense, qui vont courir là-dessus. Donc, imagine-toi. Puis, il y en a une quantité, là, j'ai pas le chiffre, là, mais c'est beaucoup de jeunes qui viennent. Il y en a qui ont leurs parents qui sont là. Fait qu'ils sont bien contents là, dans le paddock de leur père. Souvent, c'est le père qui course là, puis le fils. Ils vont se parquer de l'autre côté avec les grands, puis ils vont faire le tour, puis ils vont venir compétitionner là. C'est samedi. C'est le samedi seulement, les juniors. Oui. Qui sont sur cette piste-là. Première chose. Dans le fond, c'est notre relève, ces jeunes-là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est populaire en plus. Donc, ça donne un sport en santé, hein, d'avoir des jeunes qui sont... Des jeunes avec des motoneiges, tout simplement pour les jeunes aussi. Pour les jeunes aussi. On n'est pas dans l'open mode ou des choses comme ça. Non, ils ont tous les mêmes motoneiges pour compétitionner de façon égale entre eux autres. Puis, il va y avoir des petits champions là-dedans qui vont sortir. Là. Éventuellement, hein? Peut-être que dans 5 ans, on se dira, hey, lui, il était là il y a 5 ans. Il était là. Exactement.
Hey, en tout cas, moi, je suis toujours impressionné à chaque fois que je viens ici. Tout ce qui se passe, on entend des coups de marteau actuellement, on voit le chapiteau. Écoute, c'est un feu roulant. Il y a combien de bénévoles qui s'impliquent? On est dans les alentours de 350, je pense qu'on est rendu. 350 bénévoles, c'est quelque chose. À la conférence de presse, on parlait d'une trentaine de mille personnes attendues ce week-end, c'est ça? 30 000, 32, des fois 10, 33, c'est en haut de 30 000. En haut de 30 000 sur les 3 jours cumulés. Oui, en plein ça. C'est pas 30 000 d'une shot, non, mais je dirais que c'est quand même concentré aussi. Il y en a beaucoup de dimanche. Oui, c'est une présence au Grand Prix, là, soit ici, en ville. Donc, c'est l'intérêt que ça génère, ces 30 000 personnes. C'est quand même des bonnes retombées économiques. Des bonnes retombées, oui, effectivement. Pour la région, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Puis, au niveau des coureurs, les inscriptions, ça va bien? Il y a autant de choses? Ou c'est toujours un peu de surprise ou selon les... Ça va super bien là-dessus. Là. À un moment donné, on avait des inquiétudes au niveau des Américains, mais c'est sûr qu'avec la piste qu'on présente là, c'est la meilleure piste en Amérique du Nord. Ils veulent tous venir compétitionner. Il y avait aussi, à un moment donné, une nouvelle catégorie de la Formule F3. Là, F3, aussi. Ouais. Fait que là, les coureurs, ils ne savaient pas trop. Le Chem, ça sera peut-être dans l'avenir un peu moins. Fait que les coureurs, je pense, la plupart, ils ont dit on va amener avec on va amener un Chem, on va amener un F3, puis on va venir... Il va y avoir du F3 aussi. Oui, il va y avoir du... Mais la catégorie phare, la plus forte, ça reste encore le Champ pour le moment. C'est à voir. Peut-être que le F3 va être surprenant en vitesse, en tour. On va voir ça jeudi lors des pratiques. Là, on va voir un peu les différences. Là. Parce que si je ne me trompe pas, Arsène en reprend moi, la catégorie F3 qui est apportée un peu, entre guillemets, à l'essai cette année, c'est dans le but d'avoir des frais moins onéreux pour avoir du monde sur les pistes. C'est ça. C'est un moteur standard. C'est ça, il y a moins de modifications. On peut retrouver dans les snowcross et ainsi de suite. Fait que ça, on part d'un cœur qui est standard pour tout le monde, puis après ça, tout le monde autour de ça, mettre les suspensions, on baisse les véhicules. Font les choses, ça va être surprenant. Je pense que les gens verront pas beaucoup de différence entre F3 et un Champ. Là, OK, c'est quand même... c'est ça. Il reste une course au ovale avec une certaine puissance, donc c'est toujours intéressant. Là. Puissance intéressante, pour moi, même supérieur, peut-être un 600cc aussi, je sais pas. Ça se peut, ouais. 440, 600, 440 modifié, 600 moins modifié. On verra, je pense qu'on va voir ça en fin de semaine. Oui, là. Est-ce qu'il y en a sur les 3 jours du F3? Ou... je pense pas. Je pense peut-être. Peut-être. Je pense. Peut-être, donc on regardera on aura l'horaire, là, puis nos Québécois sont toujours là. Sabrina, Steven, Marquis. Steven, Sabrina sur l'ovale, oui. Sur l'ovale. Et puis notre championne en snowcross, c'était Megan Brodeur. Megan Brodeur, évidemment, elle a fait le spectacle juste à elle toute seule. Oui, elle a une façon assez spectaculaire. On avait été tourné directement sur sa piste il y a 2 ans. Elle nous avait fait un show exceptionnel. Fait que, je pense qu'elle s'en vient ici. Là, elle va être chez elle en plus. Elle est habituée de courir toujours aux États-Unis. Là, c'est ça. Une des meilleures aux États-Unis, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas la meilleure avec. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, Arsène, je pense qu'on peut dire une félicitation à toute votre organisation. Justement, on parlait de l'horaire, on avait des petits doutes. Il y a toujours le site Internet du Grand Prix qui montre ça en détail. Tout en détail, bien fait, facile à naviguer. Fait que si vous avez d'autres questions, allez directement sur le site. Fait que, on se revoit ici en fin de semaine, 7-8-9. 7-8-9. Puis il y a des activités le soir. Oui. On est en train de pas oublier de parler de ça. Il y a des spectacles sous le chapiteau aussi. Là. Oui. Les courses finissent. On essaie de faire des terminer à 7 heures pour permettre aux gens d'aller se réchauffer puis d'aller s'amuser là, dans le chapiteau. Puis ça commence à bouger vers les 10 heures là, le matin. Là, puis les pratiques. Puis, 10 heures le matin. Puis à 10 heures le soir, il y a encore du monde ici. Oui, c'est ça. Le samedi puis le vendredi soir, il y a encore du monde ici. Là. Il y a des bons spectacles. Ça, allez voir sur le site Internet les spectacles et tous ceux qui sont ici. Je pense qu'il y a des bons groupes. Ça va se fouiller fort dans les tentes. Là. En blazer. Bon, ben merci beaucoup. Merci, puis au week-end prochain. Merci bien. Bon, on peut voir que les gens du Grand Prix ont mis les bouchées doubles. Tout est prêt. Les pistes sont belles. Il y a de la glace suffisamment sur l'ovale. Énormément de neige aussi pour la piste de snowcross. La nouvelle piste junior aussi qui est à côté du chapiteau. Belle petite piste pour les enfants, mais les jeunes adolescents. Donc, on va regarder les performances de ces jeunes-là aussi en fin de semaine. Pour continuer, la fin de semaine dernière, c'était les Mordus de l'hiver au musée de J.A. Bombardier à Valcourt. On a des images qu'on a captées, qui sont passées, on a des entrevues, on a la présentation des véhicules avec M. Pellerin. On va regarder quelques images. Je pense qu'on a un petit peu de matériel pour plus qu'une émission. Mais on en regarde un bout aujourd'hui.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur. Yves Messier. Ça, on présente présentement une Alouette 67. Puis probablement un collectionneur de Alouette, je crois. Je parlais avec toi tout à l'heure, Oui, puis oui, tu as une bonne série d'Alouettes. Oui. Peux-tu nous parler de la machine un peu, où tu l'as trouvée, puis comment ça va? Ça, c'est une modèle 707 qui appelait à l'époque, en 67. En 68, ils ont tout changé complètement. Fait que c'est la seule année que vous allez voir ce genre de motoneige-là. Elle vient de Drummondville. Un gars qui collectionnait lui aussi. C'est la seule Alouette qu'il y avait. Fait que je suis venu à bout à force d'argumenter de l'emmener chez moi. C'est le même que ça s'est fait par rapport à une autre exposition semblable ici. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais t'as pas de machine de course que Villeneuve a roulé, par exemple? Non, mais j'ai une vilain par contre. Oh, c'est pas mal bien, hein? Pas mal vilain quand même assez rare, ça aussi. C'est pas mal rare, ça. Vilain 72. Oui. Dans les autres, t'en as-tu qui sont refaites à neuf ou sont toutes originales? La plupart sont originales. Il y a la vilain là, qui est toute en pièces qu'on va remettre à neuf. Elle est originale, elle n'a jamais été restaurée. J'ai une 71 aussi sur le terrain qui n'a jamais été restaurée, une GTO1 qui est très rare, ça aussi. Est-ce qu'on a des chances d'avoir la vilain ici l'an prochain? Je vous lance un petit défi, là. Peut-être. On travaille pour la remonter, là. Ouais, pour le bénéfice des gens, un Alouette vilain, c'était une motoneige de course à l'époque, là. Vraiment produit à petit volume, et on sait c'est quoi les machines de course, ça toujours Ça pas beaucoup. Ça n'a pas fonctionné. C'était pas une machine vraiment bâtie pour les compétitions qu'il y avait. Elle est bien belle à voir, mais elle n'était pas performante. C'est ça. Autrement dit, elle n'a pas évolué assez vite. C'est ça. Ah, bien ça. Ben, c'est pas grave si Ça l'emmène de la rareté. si être ici, ça va être vraiment intéressant, malgré que celle-là aussi est très intéressante. Mais vous m'avez ouvert la porte, vous la redéfiez. On va travailler là-dessus. Dans l'autre,
Dans ton autre des bouts de la porte, tu en avais une GT, là, je crois qu'il est. GTO. Oui, GTO, là. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une 72, ça, hein? 71. 71. C'est une GTO 1 71. Je sais pas là pourquoi, mais c'est vraiment rare. Je sais d'où il y en a une autre, mais une GTO 2 dans le nord du Québec. J'en ai vu 2 autres aux États-Unis. On n'en voit pas. Puis si on regarde dans les pamphlets de l'époque, vous n'avez aucune photo de cette motoneige-là. Mais à l'endos, vous avez la description, puis ça s'arrête là. J'ai tombé là-dessus pour un monsieur de Québec qui l'avait. Il avait décidé de la vendre, puis je l'ai ramassé. Puis, en frais d'information, c'est assez dur à trouver là-dessus. On ne connaît pas le nombre de productions. Je peux pas vous en dire plus, là. Mais même là, ta 67 est assez rare aussi, là, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, là. J'en ai une, puis elle est en moins bonne condition que ça encore. Fait que... Je la trouvais pas belle. Non, mais celle-là, moi, je la trouve très, très belle. OK, je te remercie beaucoup. De rien. Bonne journée. Ouais, des collectionneurs, on a plusieurs maintenant au Québec, là. Oui, il y a quand même pas mal de monde. Il y en a qui en ont. Toi, t'en as beaucoup. Moi, j'en ai quelques-uns, mais. Ouais, faut pas garder ça. Faut pas garder ça par le nombre. Ah non, exactement. Faut garder ça un peu par la rareté. Oui, parce qu'il y a aussi, mais souvent, le gars, il va travailler fort pour rebâtir une machine, puis des fois, nous autres, on travaille moins fort pour la rebâtir. Fait qu'il faut prendre en considération. La stabilité, peut-être pas au rendez-vous, hein? Non. Pour moi, Martial, il est pas trop long, il faut qu'il laisse traîner quelque part. Ça, c'est les origines du Snow Prince. Ce qu'on a vu, le premier qu'on a eu, ben ça, c'est le premier. Qui ont fait le ski jet. C'est une chenille de quelle largeur? 15 pouces de largeur. Ah, OK. Mais elle est plus étroite, là. C'est tout l'ensemble du véhicule. Elle est plus courte que les Snow Prince, mais c'est la même largeur. On a oublié de le présenter, on le connaît. Okay. Oh non. Martial Dion. Tu viens de où? De Granby. Qu'est-ce que tu collectionnes? Oh, toutes les marques, tant qu'ils sont rares. Qu'est-ce que ta femme te laisse regarder? Les autres, elles ont bougé les vannes, quoi? Non, elle n'a pas de contrôle là-dessus. Ça va bien, de ce côté-là. OK, je connais la fille. Est-ce qu'on a une idée combien de la quantité qui avait été produite? Non, on n'a pas la quantité. Okay. Mais il a resté beaucoup de pièces de machines à vendre. Comme des cabines, là, on en voit là, des gars qui en ont plusieurs. Il a resté beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces. Mais on ne sait pas comment il s'est produit. Sais-tu, toi? Non, je ne le sais pas. Il y a une différence aussi, 66 et 67. Les quelques prototypes 66 ils sont lettrés seulement ski-jet à l'avant. OK. Un de production, 67, il est lettré Snow Prince ski-jet. Un autre petite différence, un prototype, il y a le banc chromé, la production a le banc peinturé. On dit les supports pour le banc. Les tuyaux, voilà. Les tuyaux. OK. OK, là, moi, on peut dire qui l'a fait, qui l'a rebâti, là? Oui, c'est défunt François Robichaud. François, il faisait des belles machines aussi, puis c'était un collectionneur moi, en tout cas, j'aimais bien parler avec, il était bien intéressant. Parle-moi de la machine un peu, si tu l'auras aidé, là. Oh, pour se promener, là, le seul endroit où c'est convenable, là, c'est quand tu as 10 à 12 pouces de neige neuve. Sinon, là, ça cherche trop à tomber d'un côté ou de l'autre. Tu ne réussis pas à tenir le ballon? Non, parce que tu as les gens de trouver quartier, comme une moto ou un ski ox, tu as seulement que de 10 pouces de chenille, eux autres à 15 pouces, là. Mais quand tu viens mettre les pieds à terre, là, tu as les pieds trop loin. Fait que tu passes ton temps à t'enfarger. Puis en tournant à gauche ou à droite, ça fait comme un bicycle 3 roues. Ça cherche à pencher à l'extérieur. Ça se conduit très mal. Tout le monde dit qu'il n'y avait pas d'espoir de vendre ça sur le marché bien, hein? Il n'y avait pas donné. C'est ce qui fait la rareté et la beauté d'un véhicule comme ça, là. Tout le monde recherche ces machines-là. Exactement. On est trop chanceux d'avoir ça. Là. Dans les particularités, le petit moteur, l'embrayeur est à droite, le crank est à gauche. Oui. Inversé. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Fait inversé. Je ne sais pas aussi non plus. Alors, moi, j'en connais un autre qui était à Murdochville, chez les frères Gauthier. Il y a toi, en connais-tu d'autres qui en ont une?
Non, je connais pas personne. Je pense que c'est pas mal. Il y a eu un clone aussi qui s'est fait, là, mais pour ça, là, je peux pas dire, là, il en reste. J'en ai pas vu aux États-Unis, dans aucun musée nulle part. Ça a été pas mal d'erreurs. Faites attention. C'est bien. En passant, tu parlais de Murdochville, un beau petit musée quand même. Oui, Il y avait quand même des pièces, il y a une ski roule là, qui est assez rare. Oui, c'est le premier ski roll qui s'est fait sur le marché. Puis un moteur, un ski roll à moteur arrière. Moteur arrière, oui, c'est ça. C'était à peu près unique cette machine-là. Là. Oui. Ça arrive, ça. Des petits problèmes de démarrage, hein? On n'a pas d'autres, Martial, tu peux aller celui-là, c'est pas grave. On va regarder. Je peux venir la chercher ce soir, moi j'ai. Hein? Comme vous voyez, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'activités. C'était hyper intéressant. Je pense que le musée a vraiment mis tout le paquet à offrir des spectacles de qualité, des amusements pour les enfants. La parade aussi, hein, la parade en motoneige qui est très appréciée des collectionneurs. Il y avait des beaux véhicules aussi. Il y a un monsieur là, qui était là du Wisconsin qui était descendu exposer ses véhicules. Donc, on la remercie parce que c'était quand même exceptionnel. Pour conclure l'émission, dans les activités à venir, évidemment, le Grand Prix à Valcourt, l'incontournable de la saison, 7, 8, 9. Vous pouvez aller directement sur le site du Grand Prix si vous voulez plus d'informations sur les prix, les détails, les heures et tout. Moi, je vous dis aussi qu'à partir de la semaine prochaine, mardi, j'en ai oublié la date, là, 11, 12, je ne sais pas trop, mardi prochain, nous allons commencer ici, les pionniers, nos mardis commanditaires. C'est-à-dire que le mardi, on va se donner rendez-vous probablement autour de 6 heures. Vérifiez la page Facebook, puis la page du club, mais la page Facebook et le site du club. On va se donner rendez-vous chez Performance NC, ici à Valcourt, et on va se diriger chez un de nos restaurateurs ou commanditaires. On va aller souper là. Si c'est un peu plus loin, on va y aller, on va revenir. C'est dépendamment comment proche que c'est, on va peut-être aller souper et faire une petite randonnée après. Je vais inscrire les détails sur la page Facebook et le site du club. Donc, on devrait débuter ça la semaine prochaine. On va avoir la neige jeudi. Les sentiers devraient être en bonne condition. Fait que, en début de semaine, je vous indique à quel endroit on va. Puis, on se donne un rendez-vous. C'est un essai. On va aller faire le tour. Nos commanditaires, ben, c'est précieux pour nous. Donc, c'est toujours agréable de faire une petite randonnée puis d'aller prendre une bonne douche chez eux. Sur ce, je vous dis, au plaisir de vous voir au Grand Prix. Soyez prudents en motoneige. J'ai envie de vous répéter, restez dans les sentiers balisés. À la semaine prochaine.